beaucoup. Voilà. Je présente toujours, donc Ekaterina Kondratieva. Je m'excuse pour la prononciation. Donc, professeure assistante de langue et littérature française à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, poétesse, traductrice, membre de l'Association des Amis de Jeanne d'Arc et de Charles Péguy, spécialiste de la littérature de la Belle Époque et du XXe siècle. Elle travaille non seulement sur les écrivains français comme Alain Fournier, Jean-Marie Gustave Leclésio et Valérie Rousseau, mais aussi sur les écrivains russes tels qu'Elena Swartz, Marina Tsvetaeva. Elle écrit des poésies en français et en russe, en menant une activité de traductrice qui la conduisit à traduire, par exemple, l'opuscule de Frédéric Torrio, le voyage musical chez Jules Verne. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, je ne sais pas. C'est vrai, depuis peu, je suis aussi, j'ai un poste, je viens juste de l'avoir à l'Université d'État aussi de voie de communication de chemin de fer à Saint-Pétersbourg. Donc là aussi, c'est un nouveau poste et c'est une nouvelle information qui s'est rafraîchie juste, voilà. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la dernière œuvre de Jean-Marie Gustave Leclésio, qui est aussi un auteur de prédilection et qui s'appelle juste comme par hasard Tempête. Je voudrais le comparer un petit peu à la tempête d'origine, à la tempête de Shakespeare, à la pièce connue de Tempest. Voilà, littéralement ou métaphoriquement, la dernière pièce de théâtre de Shakespeare, The Tempest, la tempête, ne cesse depuis 400 ans de prouver son statut d'œuvre finale, de spectacle ultime. Si on reprend la fameuse phrase de Mr. Hugh Horn qui a analysé ce poème, cette pièce, et qui affirme que rares sont les écrivains qui laissent leur œuvre inachevée, il est à préciser qu'ils sont aussi rares à s'exprimer avec une telle clarté sur la finalité de son œuvre dans une création qui s'avère finale. Le dernier monologue de Prospero, qui renonce à son pouvoir magique, donne des frissons à tracer un parallèle avec la vie de l'écrivain qui n'écrira plus. La vie se retrouve bien à l'aise et à propos dans cette pièce ludique pleine d'artifice. Le drame, voire la tragédie du sujet, construit sur les axes de la trahison et de la vengeance, se mêle dans la certitude que tout ira bien, se mêle avec le sens de l'harmonie qui pénètre la pièce. L'œuvre, qui comme par hasard est l'une des plus courtes chez le barde, réunit nombre de thématiques et de détours propres à des pièces de théâtre qui suivent toute l'œuvre de Shakespeare à travers les époques différentes. Comme dans Hamlet, ici, le sujet nous offre un frère qui enlève le trône à un vrai roi. Comme dans King Lear, on y découvre un roi d'abord qui abdique à son pouvoir et puis qui est en proie à une tempête au moment de son désenchantement total. On retrouve, comme dans Roméo et Juliette, deux personnages, Miranda et Ferdinand, ressortissant de deux familles opposées, dont l'amour arrive à concilier les antagonistes. Et voilà, il occupe aussi une place importante. Comme dans The Midsummer Night's Dream, on y retrouve les forces magiques de la nature qui s'y réveillent pour transformer le monde et ôter le voile du quotidien. À ne pas négliger le procédé du théâtre dans le théâtre, aussi propre pour Hamlet et pour The Midsummer Night's Dream, qui est aussi l'un des motifs les plus importants dans la pièce shakespearienne. Mais non seulement l'abondance des motifs, la variété des genres est aussi le trait caractéristique dans les pièces de Shakespeare. Les plus remarquables d'entre elles se trouvent au croisement des genres, dans un point de détour ou d'un renversement qui prépare le prochain renouvellement théâtral, comme par exemple Roméo et Juliette qui marque le passage des premières pièces comiques à la tragédie, ou bien King Lear qui fait mêler le conte populaire au décor véridique d'une chronique historique, en accentuant le tout par la profondeur tragique des destins humains. Mais en tout cas, néanmoins, The Tempest reste cependant la pièce la plus variée de toutes. C'est à la fois un conte magique, une moralité allégorique, une parabole philosophique, un drame d'idées. Elle semble réunir en elle non seulement tous les genres, mais surtout et avant tout tous les détours de genre propres de Shakespeare à travers tout son cheminement. Comme le prouve le musicologue russe Yaroslav Kabalevsk dans son essai dédié à la tempête de Shakespeare, il tend à réunir différents domaines de la vie, à créer la vision du monde universel. Cela se fait par la pluralité de sens que comporte la pièce. C'est à la fois la nature métaphorique et allégorique de la pièce qui le fait. Cela crée l'atmosphère d'un miracle qui sert à résoudre des conflits tragiques.
Parfois, les chercheurs soulignent le départ entrepris par la pièce vers le nouveau rivage baroque, qui décrit l'existence humaine comme le jeu éternel du rêve et de la réalité, sans préciser qui est bien le gagnant dans ce jeu. La magie qui opère le texte et la présence du théâtre dans le théâtre donnent cet effet, tandis que le monologue final de Prospero, au contraire, retire le spectateur de l'espace du rêve. C'est ce même monologue qui ôte à la pièce son caractère ludique et miraculeux, sans la priver de son côté universalisant. C'est pas la magie, mais le renoncement à la magie. Ce départ alimente la dernière pièce de Shakespeare d'un aspect complètement nouveau, qui va même au-delà du baroque, à mon avis. Ce n'est pas par hasard que la dernière œuvre de Shakespeare est si peu clarifiée dans le panorama de la recherche. Parfois traitée de pièces faciles, parfois de pièces obscures, elle a d'autant moins attiré l'attention des critiques qui faisaient preuve de sa grandeur sur scène. Dans le cinéma, avec les versions très expérimentales de Peter Greenaway ou de Julie Taymor, qui est une version assez récente. Dans l'œuvre musicale ou dans les répliques plus ou moins contemporaines des écrivains. Le XXe siècle nous ouvre tout un panorama des répliques sur la tempête, comme par exemple chez John Fowles, on y retrouve toujours la figure d'un magicien, comme par exemple dans son œuvre capitale de Magus, où il y a Harris Murdoch qui a écrit beaucoup d'œuvres différentes, où il y a toujours des figures prospériennes, des magiciens, comme par exemple The Flight from the Enchanter, je peux citer aussi par exemple. Mais on oublie cependant que le magicien de Shakespeare était plutôt un magicien malgré soi. Chez Fowles, chez Murdoch, c'est toujours un magicien qui est tout puissant. C'est un magicien presque roi, c'est un magicien presque Dieu. Mais Prospero, c'est plutôt un magicien malgré soi. Il est compulsé à sa vengeance dans l'élan de vouloir ouvrir les yeux à la clairvoyance et les cœurs à la rédemption à ce même Jean qu'il avait condamné à l'exil. La totalité du texte et du dessin de l'auteur n'est donc pas respectée dans les œuvres du XXe siècle. Mais il y a tout de même une sorte de réplique idéale de cette œuvre. Quelle serait la recette idéale de cette réplique idéale? C'est celle de pouvoir recueillir tous les composants de la version originale en une sorte de nouvelle entité, celle de pouvoir lui donner sa propre interprétation nouvelle, personnelle, ironique, contemporaine et envoûtante. C'est faire parler l'ancien chef-d'œuvre pour laisser voir sa nature grandiloquente, pour enlever tous les doutes à ce propos qu'il s'agit d'un véritable chef-d'œuvre. C'est observer, à travers son actualité incessante, la dimension éternelle de la version originale et exprimer tout l'amour pour cette version, même sans avoir peut-être trop recours au texte initial. Et c'est ainsi que la réplique la plus fidèle de la tempête de Shakespeare fut créée en France 400 ans après la version originale. C'était l'année dernière que Jean-Marie Gustave Leclésio, je vais vous montrer, il faut peut-être regarder. Oui, c'est ça. Donc, Jean-Marie Gustave Leclésio, l'avant-dernier déjà prix Nobel français, le prix Nobel 2008, baptisa comme ça son dernier livre paru en 2014. Au premier aperçu, ces deux textes, la pièce du théâtre de Shakespeare et la novella, le court roman. On voit ici la couverture et une description très courte de ce livre. C'est un court roman, ou bien d'après la terminologie anglaise, c'est la novella, qui se traduit en français aussi par un court roman. Au premier point de vue, ne sont parentés que par leur titre, parce que l'histoire est tout à fait différente. C'est l'histoire qui se raconte en deux monologues croisés, celui d'un vieux journaliste, Philippe Keogh, qui est venu sur l'île d'Udo en Corée du Sud à la recherche et à l'oubli de son double passé imprégné de mystère, et celui d'une fille adolescente, June, qui est l'habitante de l'île, qui vient connaître Keogh et qui vient connaître son mystère. D'abord, c'est une histoire qui ne semble en rien évoquer cette pièce magique, surpeuplée, il y a beaucoup de personnages, et polydimensionnelle de Shakespeare, il y a beaucoup de lignes d'activité de ces personnages. Mais pourtant, comme le note le journaliste Alice Fernet, les personnages qui inspirent ces novellas ont donc connu bien des malheurs. Pourtant, le livre n'est ni sombre ni violent, car la forme édulcore cette réalité. Le livre raconte en proposant des images, des évocations, espérant des magies et des rêveries,
Et s'il fait voir, c'est à travers un filtre, derrière le voile d'un regard qui poétise. Voilà, ça c'est l'article du Figaro qui est apparu juste à l'apparition du livre même. Le même principe qui fonctionne dans l'œuvre shakespearienne, c'est la puissance des paroles qui est la vraie magie. C'est le fameux « comment c'est écrit » qui opère, qui organise le texte. On va essayer de répondre à une autre question. Est-ce bien la poésie ou la clairvoyance qui fait voir à travers ce filtre? Est-ce qu'il s'agit d'un vrai filtre? Donc je montre au passage voilà, les images de cette île. C'est une île véritable, une île qui est connue par sa nature volcanique, par son sol volcanique, ses plages de corail, ses plages d'azur. Et le trait le plus caractéristique de cette île, ce sont les fameuses femmes plongeuses, les pêcheuses d'ormeaux. C'est la tradition de l'île qui existe déjà depuis longtemps. Normalement, ce sont les dames âgées, les femmes âgées. Et là, dans la tempête de Leclésio, il s'agit bien de la mère de June, de cette fille adolescente, qui est elle aussi voilà, la plongeuse, et c'est sa fille qui rêve aussi un jour de devenir plongeuse. Au lieu d'aller à l'université, voilà, d'étudier, voilà, ça c'est son rêve, de devenir aussi plongeuse. Voilà, mais l'œuvre leclésienne, il faut dire qu'elle reprend en quelque sorte l'œuvre de Shakespeare, parce qu'elle n'en est pas moins variée. Il a débuté d'abord en 1963 en tant qu'écrivain expérimental en marge de l'existentialisme. Il dérive vers le modernisme, aussi l'expérimentation, des modernistes plus lyriques dans les années 70. Puis il arrive à une dimension épurée mais riche de la version mondocentrique, c'est une nouvelle vision de monde, à la fin des années 70. Puis les années 80, les années 90, c'est une approche plus réaliste. Et finalement, les années 2000, les années 2010 donnent l'élan généralisant à un écrivain avec son œuvre phare qui s'appelle Urania, qui a été écrit en 2006. Et son nouveau recueil, Le Pied et autres histoires, c'est aussi une nouvelle étape parce que ça fait réunir les personnages venus des étapes différentes. On peut y retrouver le personnage de son premier roman, Le Procès-verbal, et le personnage de Mondo qui vient d'une nouvelle éponyme qui date de 1978. Donc on dirait que la boucle est bouclée. Déjà la généralisation est attachée par le biais des rapprochements des plans différents de la création. Mais pourtant, Tempête donne une nouvelle possibilité de généraliser. À travers le style plus évaporé que jamais, à travers le regard plus poétique que jamais, qui ne se fait pas voir comme tel, à travers la mise en parallèle des personnages avec une grande différence d'âge, le livre nous offre deux mouvements, deux tendances les plus précieuses que Leclésio ait pu faire remarquer. C'est la magie de la réalité, c'est le réel de la magie. Voilà. En réalité, le texte comporte déjà pas mal de traits communs avec la source de Shakespeare. Voilà, j'ai mis aussi en présentation tout cela et je vais tout brièvement m'arrêter sur quelques parallèles. D'abord, c'est l'île qui est représentée à la fois comme endroit de séjour et endroit de passage. Au début de la pièce shakespearienne, le spectateur se fait l'illusion que Prospero est d'origine de cette même île, tandis qu'elle est de passage. Et il est là contre sa volonté, voilà, et contre son pouvoir. Et c'est pareil pour les personnages de la tempête de Leclésio. Il y a Philippe Kio qui est là, qui était là, ça fait 30 ans, mais qui revient sur cette île. Et il y a June qui habite depuis longtemps, mais qui n'est pas né sur cette île. C'est comme ça que chacun a les traits, en quelque sorte, d'un autochtone à un autre, sans l'être en réalité. Les deux ne sont pas autochtones. Deuxièmement, c'est le motif du naufrage qui mène aux retrouvailles. C'est Shakespeare, c'est Prospero qui fait comprendre au visiteur le naufrage allégorique qu'il portait dans son cœur. Mais c'est aussi dans la novella de Leclésio que Kio est un naufragé moral, une personne ruinée. À force de remplir de ses réflexions et de ses souffrances le cœur de la jeune fille, il provoque son propre naufrage, aussi littéraire que mental chez la jeune fille. Le phénomène physique trouve son reflet dans le côté moral et vice-versa. Troisièmement, les personnages eux-mêmes de Kio et June sont rapprochables aux personnages de Prospero et de Miranda. Mais chez Shakespeare, ils sont père et fille.
mais chez le Clésio, c'est pas tout à fait évident, c'est plus compliqué. June n'a pas de père, mais elle commence à identifier Kyo avec son père possible, selon le nombre de critères qui suivent. C'est son âge, la langue qu'il parle, etc. Et aussi une caractéristique importante, dans la pièce de Shakespeare, Prospero part à la recherche de son passé, à sa rédemption. Miranda à la recherche de son futur. C'est l'amour pour Ferdinand, c'est la vie qu'on aura au-delà de cette île. Chez le Clésio, Kyo part à la recherche de son passé, ce sont les souvenirs, mais il finit par retrouver son futur. Il sait finalement trouver sa place dans la vie. Tandis que June, au contraire, part à la recherche de son futur, c'est l'inconnu de la vie, mais finit par regagner son passé, c'est son identité, c'est le dialogue qu'elle établit finalement avec sa mère à propos de son père disparu, et le départ de l'île probablement vers le lieu de sa naissance, de sa véritable naissance. Quatrième, c'est la mer et ce sont les forces de la nature qui sont munies d'une capacité miraculeuse. Mais il n'y a rien de quotidien ni de surnaturel dans tout ça. C'est à la fois magie et réalité reliées. Finalement, c'est le sentiment profond de l'harmonie mêlé à la tristesse qui gouverne le texte. Mais si chez Shakespeare, l'harmonie domine la pièce et laisse un peu de tristesse à la fin, chez le Clésio, c'est le contraire, c'est plutôt la tristesse qui domine, et ça nous donne une poignée d'harmonie vers la fin. Voilà, le texte ecclésien est fait comme si c'était important, précieux, de faire l'origine shakespearienne. Il ne doit que faire allusion à la trompette anglaise. Cet air d'étrangeté imprègne toute la novella et ça se voit à travers différents procédés littéraires, comme par exemple la poétique des prénoms des personnages. Ils portent des noms doubles, munis d'une explication anglaise et asiatique. June, par exemple, c'est un prénom anglais qu'on donne à elle, qui signifie juin, dans la langue anglaise. Et c'est sa mère qui s'appelle Julia, donc ça part en réplique. Mais en même temps, c'est le mot d'origine asiatique, car le grand-père de June s'appelle June. Donc cette double origine est toujours gardée. Chez Philippe Kyo, c'est aussi pareil, il garde un prénom anglais et le nom de famille asiatique, et parfois ça se renverse. Quand ça se renverse, ça donne l'impression d'une nature véridique à June, mais quand il voit par exemple sur sa carte de visite son nom écrit d'une manière digne, Kyo, dans l'ordre européen, il dit, je cite, « C'était étrange, cela semblait le nom d'une autre personne ». Et puis il y a le troisième personnage, il y a Narissong, la compagne noyée de Philippe, noyée sur cette même île il y a 30 ans. Philippe vient sur cette île retrouver la mémoire et surtout l'oubli de Narissong. Elle était chanteuse, et elle s'est noyée, on ne sait jamais pourquoi. C'est une fille adoptive d'une Européenne. Et elle a un nom de famille qui est à la fois asiatique et européen, donc et selon différentes versions, soit que sa mère s'appelait probablement Song, soit qu'elle chantait, mais finalement c'est Narissong elle-même qui devient chanteuse et qui chante. Voilà, et on voit que tous les noms de personnages ont ce côté de marge de la parabole et du possible. Et aussi, c'est important que la langue que parlent les personnages est évidemment l'anglais, mais il est exprimé à travers le français, c'est écrit en français, et c'est aussi un clin d'œil à la tempête de Shakespeare, écrite en anglais, mais qui représente la langue plutôt italienne, parce qu'il s'agit de personnages d'origine italienne, ou bien la langue magique utilisée par Prospero avec les esprits. Donc c'est toujours une langue étrangère, on parle avec une langue étrangère, ça c'est aussi important. C'est aussi dans l'étrangeté que s'établit le dialogue entre les personnages. Donc il y a tous ces personnages qui se rencontrent et c'est à travers leurs témoignages monologiques que les scènes s'établissent. Il y a ces monologues mis en parallélisme qui sont reproduits. L'ordre est toujours très bien fait. D'abord c'est Philippe qui parle, puis c'est June qui parle, et vice-versa. Donc on va... il y a un peu les traces de ces dialogues monologiques. D'abord c'est Kyo qui prend dans la vie de June une place plus considérable que vice-versa.
Puis c'est June qui commence à formuler des soupçons à propos de la vie de Kyo qui ne sont pas démunis de nature véridique, c'est tout à fait probable. Puis il y a le moment de l'osmose totale entre les personnages et il y a l'évocation des deux discours respectifs des deux personnages. Parce qu'il y a d'abord Kyo, à travers le monologue de Kyo, que passe l'histoire de June, que passe le rêve de June, peut-être le rêve imaginaire qu'elle raconte pour le distraire un peu. Mais là, il s'agit dans son rêve d'une femme qui fait penser à Mary Song. Et après, il y a June qui relate l'histoire racontée par Philippe Kyo, qui représente aussi son histoire, l'histoire de son passé. C'est cette noirceur qu'il porte dans son cœur et qu'il donne, voilà, malgré soi, malgré lui, à June. Il l'imprègne comme ça de son mystère. Il y a un seul élément qui déchire cette succession parallèle des témoignages, c'est la noyade de June. Cet acte devient le point culminant de l'histoire. Imprégnée de l'histoire de Kyo et de son passé, elle entre dans l'eau à la façon de sa mère, pêcheuse d'ormeaux. Cet acte est un élément majeur du texte. Il subit plusieurs explications, mais pour les deux, c'est un acte salvateur, c'est un acte miraculeux. Et après, il y a un élément intéressant, c'est la séparation des personnages. Les personnages commencent à s'éloigner l'un de l'autre, et là, on se trouve dans le contre-témoignage. Ils racontent la même histoire, mais avec des détails tout à fait différents, comme s'il n'y avait qu'une seule version qui puisse être véridique, mais en général, les deux parlent des choses différentes. Donc, selon June, elle apprend que Kyo quitte l'île. Avant de partir, il lui laisse une lettre. June l'a jetée sans la lire, après quoi elle a décidé de commettre son acte de noyade. Elle a été sauvée par le dauphin, et après son acte, l'amant de sa mère, détesté par June, a été chassé de la maison. Voilà, c'est la version de June. Mais selon Kyo, c'est le contraire. D'abord, il a eu la décision de partir. Après, il a appris l'acte qu'avait commis June, qu'elle avait été sauvée par les femmes de la mer. Il est venu la voir, mais on l'a mis à la porte. Il a voulu lui dire adieu, il lui a écrit une lettre, mais sans pouvoir la lui passer, en comprenant qu'il vaudrait mieux ne pas le faire, il l'a gardée sur lui. Et juste en s'éloignant de la maison, il a vu l'amant de la mère de June toujours présent chez eux. Donc ce sont deux versions tout à fait différentes. Bien évidemment qu'en réalité, il ne peut y avoir qu'une seule vérité, qu'une seule interprétation. Mais la littérature est géniale en ce qu'elle peut donner des versions différentes en même temps. Et les deux sont vraisemblables et peuvent être appréciées. Ce qu'on vient admettre, ce ne sont pas des informations détaillées, ni même leurs divergences, mais la grande vérité qui se trouve dans cette divergence même, la vraie profondeur d'une relation non établie, d'une compréhension absolue, qui ne se passe que dans l'au-delà de l'expression de l'ego. Vers la fin du texte, les figures mêmes des deux personnages se reconstituent à travers d'autres figures. Kyo se rapproche à la figure du père de June, et June se rapproche à la figure de Mary Song. Et c'est comme ça qu'ils se sauvent mutuellement, voilà, l'un l'autre. Voilà, le texte semble suivre la trame des clichés, mais ça je vais un tout petit peu l'enlever, je vais plutôt m'arrêter sur le vrai miracle. Donc il y a beaucoup de faux miracles qui n'opèrent pas, il y a beaucoup de clichés qui ne fonctionnent pas, mais c'est à la fin surtout du livre, c'est son point culminant qui est son acte que June commet, c'est sa noyade. C'est un acte un peu difficilement explicable. Il retrouve beaucoup de motivation dans le texte dont aucun ne se réfère directement à la mort, parce que ce serait trop banal de parler d'un suicide, ou bien juste même s'il s'agit de Kyo et de son passé, du sacrifice au profit des autres. C'est à la fois le désir de rejoindre la femme dont parlait M. Kyo, puis rejoindre toutes celles qui ont disparu, puis le désir de changer, de devenir une noyée, une autre, car Philippe Kyo le veut, puis le désir de retrouver son identité, celui de la mère, parce qu'elle est femme de mer, et elle aussi, elle veut faire pareil. Puis c'est le désir de partir loin dans la mer, traverser jusque de l'autre côté de l'océan. Mais ce qui reste toujours vrai, je ne voulais pas mourir. Et je dis, voilà, dit June elle-même, c'est vrai, je ne le voulais pas. Fin de citation. Et ça, c'est vraiment voilà, important dans cette œuvre. Mais cette pluralité de motivation qui ne se résume aucune à une seule possible.
Cet acte l'aide à se retrouver dans la vie, peut-être à mieux se comprendre, comme une sorte d'acte initiatique. Mais également, c'est Kyo qui se voit reconverti. Il dit, je cite, « La vie est amère, la vie n'a pas de générosité, sauf parfois, par miracle, quand tu rencontres quelqu'un que tu n'étais pas préparé à rencontrer, un ange, une messagère du paradis, une familiarité avec Dieu. » Fin de citation. Et c'est là que l'image de June se mêle à celle de Marie. C'est finalement June qui accomplit la version de l'histoire sur Marie et sa noyade que Kyo raconte à June. Ce n'était pas l'histoire vraie, mais c'est June qui la reconstitue en réalité, en vérité. Donc on voit très bien que la novella est basée sur le principe de dialogue, d'interaction. Mais pourquoi Tempête en tant que titre de la nouvelle de l'Ecclésio? Voilà, au lieu de la pièce shakespearienne où la tempête est vraiment présente, c'est un élément déclencheur de toute l'œuvre qui apparaît dès le début. Ici, elle est à peine présentée, elle n'est que citée. On parle ici et là de la tempête et probablement c'est au moment de la tempête que June accomplit sa noyade. Mais ce n'est pas clair, ce n'était pas dit. La tempête n'est pas décrite. C'est uniquement l'acte de June qui est décrit et rien d'autre. Mais chez l'Ecclésio, voilà, on voit très bien la différence de cette tempête par rapport à la pièce de Shakespeare. Chez Shakespeare, la tempête est plutôt une partie de jeu de manipulation quand même, parce que c'est Prospero qui organise, qui est à l'origine de cette tempête, qui veut faire sentir aux autres personnages les sentiments qu'il avait subis lui-même. Mais pour l'Ecclésio, la tempête est tout sauf manipulation. Chez Shakespeare, il y a un jeu qui est cité, c'est le jeu d'échecs. C'est Miranda et Ferdinand qui jouent à l'échec. C'est un jeu réfléchi, c'est un jeu stratégique, c'est un jeu pareil aux manipulations de Prospero. Mais chez l'Ecclésio, il y a une autre sorte de jeu qui s'appelle « À vous, à moi ». C'est un jeu spontané où les participants doivent trouver quelque chose de beau autour d'eux pour gagner avec. Rien n'est à prédire dans ce jeu, rien ne peut être compté d'avance. La tempête, chez l'Ecclésio, est le signe de la météo, en général, qui devient une métaphore puissante des relations humaines, de l'interaction à la fois vaine et fructueuse. Je touche déjà à la fin, c'est ça, qu'on entreprend avec les autres. Comme les masses d'air s'effleurent et se bousculent, telle est la condition et la relation humaine où l'on peut retrouver à la fois les répétitions des mêmes phénomènes, leurs interactions, la spontanéité et l'imprévisibilité des actes, des coïncidences hasardeuses auxquelles on peut essayer d'attribuer le sens. Par exemple, le soleil est synonyme de succès, la pluie nous envoie la déprime, etc. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Ça ne nous regarde pas finalement, car les nuages ne sont pas des messagers. Et la venue du soleil est une chose complètement naturelle, c'est pas un cadeau. Voilà. Et le personnage dans le texte de l'Ecclésio sont ainsi comme des masses d'air. C'est leur interaction qui produit le développement de la narration. Elle est imprévisible, tout est possible en elle, et tout dépend également de la façon de la présenter. Avec quoi? Quels sont les éléments qui y contribuent? Comme on joue un objet, on joue aux paroles, on joue aux actes, en se rapprochant, en s'éloignant l'un de l'autre. Tout comme la nature chez Shakespeare et qui touche en même temps la dimension épique et la dimension lyrique, le surhumain et l'humain, ainsi chez l'Ecclésio, la tempête, comme phénomène naturel, décrit la nature humaine, mais aussi la nature du monde entier. Tout ce qui est en progression, tout ce qui se voit créer, soit mourir, soit prospérer, soit renoncer, soit accepter. Est-ce qu'au fond du cœur, tout cela n'est-il pas pareil? Le monologue final de Philippe Kyo, même sans répéter celui du magicien shakespearien, reprend l'idée majeure de l'Ecclésio, la possibilité qui pousse sur le sol de l'impossibilité. C'est l'espoir qui se produit à partir d'une chose cassée, car rien n'est cliché, rien n'est idéalisé, tout est vrai et tout est possible. C'est la réalité vraie et crue qui peut être notre allié. C'est le hasard qui peut jouer pour nous et contre nous. Et je finis par la citation du dernier monologue, du monologue final de Philippe Kyo. Je cite: « Tout est dans le jeu de déplacement. Tu bouges un caillou. L'adversaire propose un brin d'algue, une plume de cormoran, un écaille d'huître. Et tu as trouvé d'un coup, d'un seul, la pierre noire, lisse,
nue, lourde, qui te donne la victoire. Voilà, fin de citation. Et je vous remercie vraiment de votre attention et de l'attention. Je peux toujours appeler André